Bonsoir. Les candidats aux sénatoriales sont en campagne, leur parti politique avec. Pendant 15 jours, les aspirants à la Chambre haute du Parlement camerounais vont tenter de convaincre les conseillers municipaux, uniques électeurs de ce scrutin particulier, de leur donner leur suffrage. Pendant ces 15 jours, nous serons là. Tous les soirs, entre 21h et 22h30, nous parlerons de ce qui se passe sur le terrain. Sénatorial 2013 est à la fois le titre et la raison d'être de cette émission. Un moment quotidien que vous vivrez en deux phases, sur le modèle que vous avez apprivoisé il y a quelques mois pendant l'élection présidentielle. D'abord un journal des élections pour ne rien rater de ce qui se fait et se dit sur le terrain, puis un débat pour en savoir davantage sur les idées et les convictions des hommes et femmes qui sont aux prises pour ce qui est forcément un moment historique dans la vie du Cameroun. Bienvenue à tous. Pour nous accompagner au cours de cette édition inaugurale, nous avons 4 invités. Il en sera ainsi tous les soirs. Hervé Emmanuel Nkom, bienvenue parmi nous. Bonjour, merci Dominique. Merci de m'avoir invité. C'est un plaisir de vous accueillir. Vous êtes membre du comité central du RDPC. Vous n'êtes pas candidat à ces sénatoriales, mais il semble que vous auriez voulu l'être. Que s'est-il passé? Mais c'est parce que je ne suis pas candidat et que mon parti a investi les candidats que je soutiens avec bon cœur d'ailleurs. Vous le considérez comme un affront? Pourquoi? Vous vouliez l'être, vous ne l'êtes pas? Oh non, je ne suis pas ici pour exprimer mes états d'âme puisqu'il y a un temps pour des investitures. Nous sommes dans le temps de la bataille politique maintenant, donc de la campagne. Je suis là pour soutenir les listes RDPC qui vont compétir dans cette élection qui n'est pas une promenade de santé. Donc là, vous me renvoyez dans un examen de psychologie qui n'est pas à l'heure de notre débat. Nous savons pouvoir... Vous savez, nous avons des coachs et des entraîneurs qui savent à quel moment joue un joueur, c'est même le meilleur joueur, et dans quel match il doit jouer. Il y a encore plusieurs matchs qui arrivent. Ben écoutez, pour celui-ci, le nôtre, ce soir, vous êtes bien sur le terrain. Merci. Samsudine Baka, bonsoir. Bonsoir Marc. Vous êtes ancien conseiller municipal. Tout à fait. Et vous êtes vice-président de l'UDC. Exact. Alors, vous êtes ancien, donc vous ne serez pas électeur. Comment est-ce que votre parti engage cette campagne électorale? Oui, avec beaucoup de sérieux. Vous avez vu d'ailleurs que nous avons été le plus objectif possible dans le choix de nos listes. Nous avons été le plus objectif possible dans la région où nous nous sommes présentés avec les chances de pouvoir gagner. Donc, l'heure est, n'est-ce pas, à l'organisation des conseillers, à l'organisation des candidats qui vont pouvoir compétir. Je crois que nous sommes suffisamment sereins et préparés pour cela. Je rappelle que vous compétissez uniquement dans la région de l'Ouest, à laquelle appartient le Noun, qui est fondamentalement, enfin traditionnellement, votre bastion, comme on le dit. Disons que, vous savez, la politique, c'est sur la base des idées, c'est pas sur la base des ethnies. Donc, je crois que si une idée part de quelque part, elle peut envahir le monde entier, et puis c'est comme ça qu'on se développe. Donc, nous sommes à l'Ouest. Nous pensons qu'à l'Ouest, nous avons, comme on appelle, des conseillers municipaux qui vont aller voter. Donc, il y a une masse critique, n'est-ce pas, sur laquelle on peut compter pour pouvoir gagner. Nous y reviendrons. Jean-Robert Wafo, votre parti, le SDF, a été bouté de la région du littoral, qui semble être un de ses bastions. On ne vous entend pas beaucoup, vous êtes résolu, à vous dire résigné? Non, mais la Cour suprême siégeant en lieu et place du Conseil constitutionnel a rendu un verdict. Nous prenons acte de ce verdict. Bon, vous n'allez pas me demander de venir sur un plateau de télévision expliquer donc ce qui s'est passé pour que la liste ne soit pas retenue. Les débats chez nous se font en interne. Le mois venu, l'instance dirigeante avisera. Bienvenue sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. Moseli Ndjebaï, bonsoir. Ndjebaï. Merci. Excusez-moi de l'écorcher un peu votre nom. Alors, vous êtes tête de liste de l'UNDP pour la région du littoral et vous avez failli le dire, futur sénateur. C'est passé par là. Comment est-ce que vous abordez la campagne qui,
a été lancé chez vous cet après-midi par votre président national et c'était ici à Douala. Merci de me donner l'occasion. Je m'appelle Moseline Djebaï, je conduis la liste de l'UNDP dans la région du littoral, une liste composée de tout ce que vous pouvez imaginer comme hommes et femmes. Nous allons compétir. Le président national de l'UNDP, son Excellence Maïgari Bello Bouba, a fait la première visite inaugurale, n'est-ce pas, pour les élections sénatoriales de 2013. Nous étions tous conviés, les candidates, les candidats, plus les cadres du parti. Nous allons dans cette élection avec beaucoup plus de conviction et d'espoir. Vous avez en face de vous le RDPC et vous vous dites, vous y allez en victime résignée ou vous êtes convaincu que sur ce coup-là, vous leur faites, comme on dit, la peau? Je l'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas en termes numériques que nous allons sur le terrain par rapport au nombre de conseillers que nous y allons, mais nous irons beaucoup plus en termes de valeur et en termes de conviction. Conviction de l'espoir, conviction d'avoir en face de nous des grandes électrices et des grands électeurs capables de décerner. Il s'agit de la nation, c'est la nation qui nous invite. Donc, il faudra choisir des hommes et des femmes le moment venu. C'est des grands électeurs. C'est une élection indirecte qui fait appel à des personnalités, à ceux qui sont sur le terrain, notamment des conseillers municipaux qui sont plus proches des populations. Ils connaissent bien ce que c'est. Donc, ces conseillers auront, tout parti confondu, ici dans la région du littoral, à choisir les meilleurs des listes. C'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'il n'y aura pas d'esprit partisan à ce qui nous concerne, mais des valeurs et ceux qui peuvent apporter quelque chose, n'est-ce pas, pour booster davantage non seulement notre économie, et également sur le plan démocratique. Messieurs, bienvenue à tous sur ce plateau. Le décor étant planté, nous nous retrouvons dans un instant pour parler des premiers pas de cette campagne. C'est dans le cadre du journal de la campagne. Mais commençons par la région du centre, et notamment Yaoundé, où le début de la campagne est plutôt timide. Aucun des deux partis politiques en lice dans la région du centre ne s'est manifesté. Aujourd'hui, c'est un constat qui a été fait à Yaoundé par Yannick Mbazoa. Cette plaque publicitaire attend encore être au service de l'un des deux partis politiques engagés dans la course au sénatorial dans la région du centre. Dans la cité capitale, aucune banderole, affiche ou tract, soit du Rassemblement démocratique du peuple camerounais ou du Social Democratic Front, ne se fait apercevoir. Et pourtant, ce samedi 30 mars marque le lancement officiel de la campagne des sénatoriales. Mais hélas, l'ambiance observée dans la capitale politique ne laisse pas paraître le début d'un tel événement. C'est un samedi tout à fait ordinaire. Dans les états-majors des deux partis politiques, l'heure est au dernier réglage. Au Social Democratic Front, on annonce le début de la campagne à Yaoundé lundi 1er avril prochain au cours d'une conférence de presse que donnera le chairman John Fondi. Du côté du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, on annonce le lancement officiel de la campagne pour cette soirée. Aux dernières nouvelles, cette ambiance morose observée au sein des partis politiques serait due à l'attente du financement pour la campagne. Le ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, dans un communiqué, a demandé aux partis politiques concernés de déposer leur numéro de compte bancaire afin de recevoir le premier versement de l'ordre de 100 millions de francs CFA sur les 200 millions initiales. En attendant la réception de ces fonds, les partis politiques tardent à annoncer leur couleur de bataille pour ces sénatoriales. S'il ne s'est rien passé à Yaoundé, ça n'a pas été le cas à Douala. Bello Bouba Maïgari, le président national de l'Union pour la démocratie et le progrès, est venu à Douala soutenir et encourager les candidats de son parti. Le président de l'UNDP était en face de ses militants ce samedi dans une capitale économique, alors même que les débuts de la campagne, pour beaucoup, semblent être renvoyés, notamment pour le RDPC, le SDF, on le saura tout à l'heure avec Jean-Robert Wafo. À demain, l'UNDP a commencé sa campagne et pour nous, sur place, dans ce meeting, présidé par le président national de l'UNDP, Jean-Jacques Peck et Fabien Valondongo.
Ce samedi 30 mars 2013 marque le début de la campagne pour l'élection des sénateurs au Cameroun. Au-delà du soutien et des encouragements, le président national de l'UNDP a choisi la capitale économique pour communier avec les candidats de son parti, mais aussi de donner le top départ des opérations de séduction des électeurs sur le terrain. À l'ouverture de la campagne électorale de l'UNDP, évidemment, nous venons avec le signe de l'espoir, non seulement d'une bonne campagne, mais une bonne campagne qui se termine par l'élection des sénateurs de l'UNDP ici dans la région du littoral. Membre du bureau politique et membre du comité central de l'Union pour la démocratie et le progrès résidant dans le littoral se sont accordés au cours d'une rencontre sur les stratégies qui pourraient permettre au parti de gagner. Conséquemment, nous avons mis des commissions régionales, des commissions départementales. Nous avons sillonné toute la région, nous sommes partout présents et nous le sommes déjà. En rappel, l'UNDP compte 3 conseillers municipaux dans toute la région du littoral, dont 2 dans la commune de Douala 2e et 1 à la commune de Loum dans le département du Mungo. Le parti de Bello Bouba Maïgari compte sur l'espoir et le respect de la démocratie pour vaincre son seul adversaire dans la région qui n'est autre que le RDPC. Il y a bien des partis qui n'ont même pas un seul conseiller municipal dans une région qui se sont lancés dans cette campagne. C'est la démocratie qui le veut et nous comptons bien sur la démocratie pour pouvoir faire une bonne campagne qui va d'abord démontrer que l'UNDP est bien implanté dans le littoral et ensuite, pourquoi pas, de faire élire des sénateurs dans le littoral. Les bulletins de campagne sont désormais disponibles à l'UNDP. Il ne reste qu'aux militants de battre une bonne campagne pour briguer les postes de sénateurs au sortir de l'élection prévue le 14 avril prochain. Vous l'avez entendu, l'UNDP a un œil dans le Mungo justement, où le RDPC aiguise ses armes. Les maires de 7 parties de la République se sont réunis, les maires du RDPC, pour donner une consigne de vote à leurs conseillers municipaux. Là-bas, Cyril Ndjemba et Flore Tamko Mensi étaient pour nous. Au milieu de ces projets de développement abandonnés, pourtant ayant obtenu des financements, le département du Mungo, dans la région du littoral, accueille lui aussi les premières sénatoriales du Cameroun. Ici, la mobilisation est déjà grande au sein du parti au pouvoir. Les maires RDPC demandent aux conseillers municipaux de rester fidèles au parti le 14 avril prochain. Nous avons décidé de mener une opération de sensibilisation massive et forte, centralisée de tous les conseillers, avec, n'est-ce pas, pour éviter l'amalgame, parce que n'oublions pas qu'il s'agit du parti. Il ne s'agit pas du maire et des conseillers municipaux. Ils sont électeurs, mais avant tout, ils vont défendre les couleurs du parti, l'RDPC. Les 13 maires RDPC que compte le département du Mungo se disent déterminés à mouiller le maillot pour faire passer la liste investie par le parti dans la région du littoral. 98% des conseillers dans le Mungo sont RDPC. Donc il était important que moi, en tant que président et responsable au niveau du parti, que j'invite mes collègues à qu'on essaie déjà dès maintenant de prendre des dispositions qui permettent à ce qu'aucune voix du RDPC ne manque à la liste investie par le parti. Au sein des conseillers municipaux RDPC du Mungo, l'on parle de quelques dissidents qui envisageraient boycotter le choix du parti. Nous avons toujours été présents quand nous sommes sollicités. L'idée de ne ménager aucun effort pour le développement de notre département. Les maires du département du Mungo envisagent pour les jours à venir une tournée de sensibilisation des conseillers dans le but d'obtenir les résultats escomptés. S'il y a un souci qui attend les prochains sénateurs du Cameroun, c'est bien le bâtiment qui va les accueillir. Jusqu'ici et après ce que la Cour suprême ait délibéré, notamment sur ce qu'on a appelé le contentieux préélectoral,
Il reste l'immeuble, celui qui est pressenti en construction, et c'est l'immeuble du Conseil économique et social. L'on parle également pour abriter les futurs sénateurs du palais de verre d'Ngouakéli qu'ils partageraient alors avec les députés de la nation. Marcelin Gansop est à Yaoundé, il fait pour nous le tour de la question. Alors que les contours du futur Sénat commencent à se dessiner avec le début de la campagne électorale, la question du siège qui abritera cette chambre haute est sur toutes les bonnes sources. C'est dans cet immeuble que siégera le Sénat. C'est un joyau architectural d'une dizaine d'étages jouxtant la Société nationale des hydrocarbures au quartier Mbala 2. À première vue, le plus gros du travail serait déjà accompli et l'immeuble serait au stade de finition, mais pas suffisamment pour abriter les premiers sénateurs qui sortiront des urnes au soir du 14 avril. Notre source affirme que cela ne pose aucun problème. En effet, en attendant la fin des travaux de construction de cet immeuble, 2 sites pourraient bien accueillir, à titre provisoire, les membres de la Chambre haute du Parlement. Le palais des congrès de Yaoundé, qui offrirait les commodités nécessaires, ou alors l'hémicycle de Ngouakéli, l'actuel siège de l'Assemblée nationale. Rendu à 2 semaines des élections, aucune information officielle n'a encore filtré sur le futur siège du Sénat. Et en l'absence d'une confirmation officielle, il n'est pas exclu que d'autres sites soient visés. Quoi qu'il en soit, conclut notre source, les futurs sénateurs ne siégeront pas en plein air. En revanche, ce dont on est sûr, c'est que l'immeuble actuellement en construction derrière la télévision nationale abritera les structures du Conseil économique et social. L'actuel siège, situé au quartier Tchinga, étant devenu exigu et ne répondant plus ni aux ambitions du Conseil, encore moins aux normes de modernité qu'impose l'évolution du temps. Marcelin Gansop, depuis Yaoundé. Merci Marcelin. Alors, Jean-Robert Wafo, comment vous expliquez qu'on a une élection des sénateurs sans l'édifice qui est censé abriter le Sénat? Non, mais écoutez, ceux qui nous gouvernent nous ont toujours habitués à faire dans l'impréparation. C'est quand même surprenant qu'on puisse aller à une élection sans savoir où ceux qui seront élus vont siéger. J'ai entendu dans votre papier, il y avait une des hypothèses qui faisait état de ce que les sénateurs pouvaient siéger au palais des congrès. Je tiens à rappeler tout simplement que le palais des congrès est confisqué par le RDPC, parce que c'est là où le RDPC a ses bureaux, a son bureau national, c'est là où il siège régulièrement. Peut-être le Cameroun sera le premier pays au monde, le seul pays au monde, où une institution aussi prestigieuse que le Sénat logera dans une enceinte privée, parce que le palais des congrès est privé, ça appartient au RDPC. C'est vrai que nous avons demandé depuis que le palais des congrès soit restitué au peuple, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. La preuve, c'est quoi? C'est que qui est le directeur du palais des congrès aujourd'hui? C'est le camarade de M. Hervé Combes, c'est Christian Bienzot qui le dirige. Donc je dis, c'est quand même surprenant. Et puis, autre chose, j'ai entendu parler dans des affiches. Je tiens tout simplement à rappeler que l'article 91 du Code électoral mentionne clairement ceci. Les emplacements sont délivrés par les municipalités à la demande de l'ECAM pour la position des affiches. Nous y reviendrons. C'est pas le cas aujourd'hui. C'est la preuve par mille que l'impréparation est devenue une méthode de gestion dans ce pays. Merci. Hervé Combes, vous êtes, en tant que membre du comité central RDPC, indexé par Jean-Robert Wafo, mais en même temps, est-ce que vous n'êtes pas incommodé par le fait qu'effectivement on est à une élection sans l'habitacle de ceux qui vont en sortir? Non, mais moi, je ne suis pas du tout incommodé parce que je ne vois pas au nom de quoi votre reportage peut décréter qu'il n'y a pas un lieu où on va accueillir le Sénat. Je crois que là, comme d'habitude, on cherche la petite bête. Je dois dire que c'est le temps de la campagne, mais cette campagne devrait rester dans les normes, n'est-ce pas, la qualité de l'institution qu'on va mettre en place. Donc, le Sénat de la République du Cameroun ne siégera pas dehors, ne sera pas dans le Boko. Ça, il a dit. Alors, comme ça a été dit, passons dans l'essentiel à la campagne. Oui, avant la campagne, je voudrais quand même... Vous voulez que je réponde à monsieur le ministre de la Communication de SDF sur ses assertions sur l'impréparation et tout ça. Je crois que bon, tout cela, c'est le vocabulaire habituel.
tout est fait pour critiquer. Ce qui se passe sur le terrain, en fait, c'est que ce Sénat a été prévu et nous sommes rentrés dans une période de réalisation, et je ne fais pas un pléonasme, d'une grande réalisation, c'est-à-dire mettre en place un des maillons qui manque à la confection définitive de l'architecture de notre démocratie, c'est-à-dire la Chambre haute du Parlement. Alors aujourd'hui, réjouissons-nous d'être dans cette phase-là, élisons les sénateurs, et quitte à ne pas savoir où on va le faire sortir. Non, je vous en prie. Vous venez d'énumérer plusieurs endroits qui peuvent accueillir les sénateurs. C'est quand même prévu. Et je tiens à vous dire que bon, c'est vrai que je peux partager avec Robert Wafo l'incongruité du reportage qui parlerait du Palais du Congrès, parce que le siège du Rassemblement démocratique du peuple camerounais s'y trouve. Mais pour le reste, tout est possible. Vous savez que la session n'est pas permanente au Cameroun en matière législative. Aux États-Unis, c'est une session permanente. Donc, en alternant les sessions, oui, on peut tout à fait travailler. Dans le même, dans l'hémicycle de Guayaquil. Oui, il faut une productivité. Et puis, j'ai fini dans un clin d'œil qui a été fait dans votre poste, mais qui peut être très vicieux. Je ne sais pas si c'est un psychanalyste qui faisait le reportage. Mais il n'y a pas de vous lui reprochez? Il n'y a pas d'état d'âme. Il n'y a pas d'état d'âme dans le rang du RDPC. Et comme vous avez dit, nous y reviendrons. Ah ben très bien, je voudrais que ce soit clair. C'est une élection des partis politiques et ceux qui rêvent de venir draguer dans notre plantation, ils perdront tout simplement le temps. Il n'y a pas d'état d'âme. Ce serait un délit de démocratie d'ailleurs. Nous en parlons tout à l'heure. Alors, est-ce que, Sam Serine Baka, est-ce que le vrai problème, justement, ne se trouve pas dans le fait que, à force de ne pas nous avoir dit où on logerait les sénateurs, on se met à imaginer toutes sortes de lieux où on pourrait les mettre? Oui, je dois dire qu'il y a quelques années, un concours avait été lancé pour le Sénat camerounais. Et je crois que ce concours avait été gagné par l'architecte Yimgamouyo, qui, je crois, j'ai vu chez lui tout cela. Et ce qui m'étonne, c'est qu'on n'en parle plus. Du moins, à ma connaissance, on n'en parle plus. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle votre reporter est parti sur des spéculations. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, on spécule. Mais moi, je dois dire que le Conseil économique et social, qui a déjà un siège en construction, est une institution qui est très très importante pour le pays. Quand bien même elle ne fonctionne pas comme on souhaiterait qu'elle fonctionne aujourd'hui, le Conseil économique et social est très très important. Maintenant, quant au Sénat, je crois qu'il y a 100 sénateurs. Forcément, il y aura un lieu pour abriter cela, mais il est toujours souhaitable de savoir que les grandes institutions du pays vont se loger ici ou là. Donc, si provisoirement ils vont se loger quelque part, il faudrait aussi qu'on puisse dire où est donc passé, par exemple, ce projet qui était un projet qui avait déjà abouti et qui ne demandait qu'à commencer les travaux. Alors, M. Zebaï, vous êtes candidat au sénatorial et vous battez campagne. Vous ne vous souciez pas du lieu où vous allez exercer? Ça vous a pas traversé l'esprit? Ça me traverse l'esprit tout le temps. Où est-ce que nous allons siéger? Mais je crois qu'il y a une administration qui s'occupe de ce genre de problème. Et vous avez le sentiment que ça occupe effectivement une préoccupation. Je ne voudrais pas être un précurseur qui ne sait pas exactement où se trouverait le Sénat. Je crois que si on a convoqué les élections qui auront lieu le 14 avril 2013, cela a sans doute été prévu où est-ce que devraient loger les sénateurs. Je ne voudrais pas rentrer dans ce débat parce que nous avons une administration qui gère ce pays. Je crois qu'il y a des immeubles, il y a des infrastructures. Je ne vois pas comment, dans moins d'un mois, on ne trouverait pas où est-ce que les sénateurs seront logés. Je ne voudrais pas faire un débat à ce sujet. Je crois que ceux qui ont bien pris la décision pour que les sénatoriales se tiennent sont conséquents par rapport à, n'est-ce pas, à ce problème qui a été posé. Et je ne crois pas que les sénateurs seront dans la rue. Non, ils seront logés quelque part. Je crois que cela a été prévu. Et pour assurer, Hervé Emmanuel, comme effectivement les édifices qui peuvent, ce qui a été énuméré par Marcelin Garçon, représentent en réalité des édifices qui peuvent éventuellement accueillir, à titre provisoire, accueillir une administration cette institution. En charge de ce genre de problème. Je crois que ne spéculons pas tellement là-dessus. Le débat est extrêmement important pour les sénatoriales
le sénateur, qu'est-ce qu'un sénateur, qu'est-ce que nous voulons dans la République, dans le cadre de la démocratie. Ne perdons pas notre temps à savoir pour le moment où est-ce que nous irons, même si c'est dans un hôtel, dans un premier temps, nous irons. Je crois que nous avons attendu depuis 17 ans. Voilà, aujourd'hui, l'occasion nous est donnée pour nous présenter aux élections. Battons-en, délivrons-en aux Camerounais des projets que nous avons par rapport aux sénateurs qui vont être élus. Je crois qu'à ce qui concerne là où sera logé le Sénat, l'administration est organisée et à même de trouver, et a même certainement trouvé quelque chose. Il faudrait donc que les reporters qui sont sur le terrain aillent au niveau de la source. Est-ce que le ministre, les ministres ou les organisations ou l'administration concernée a été interrogée pour dire qu'il n'y a pas pour le moment un emplacement pour pouvoir loger le Sénat? Ce genre de débat, je souhaite qu'on dise beaucoup plus d'autres choses aux Camerounais, Je crois que cela a été prévu. Merci. Alors, Jean-Robert... Je ne partage pas tout à fait... vous y allez rapidement pour que nous passions au débat. Ce point de vue. Je pense que le Sénat est prévu dans notre constitution depuis 1996. Et ce n'est pas la première fois que le président de la République parle. Je crois que c'est la 3e adresse à la nation. Le président de la République disait qu'il y aura le sénatorial. Je pense, pour ma part, je n'incrimine personne. Mais je pense que sur le plan collectif, ce n'est pas bien. Il faut l'avouer aux Camerounais. Une institution aussi prestigieuse qui n'a pas... On est à 2 semaines pratiquement. Est-ce que vous avez la preuve? Monsieur Djebaï, je vous en prie. Ça doit être rendu public. C'est le minimum, monsieur Djebaï, c'est le minimum. Pour les candidats sénatoriales, c'est le minimum. Mais qu'on sache au moins, il faudrait quand même... Et il n'y a même pas que le lieu. Il n'y a pas que le lieu où ils vont délibérer. Et aussi, il faut aussi un hôtel des sénateurs. Est-ce que, bon, c'est vrai que ce n'est pas permanent. Jean-Robert Wafo, mais en même temps, vous allez à cette élection. Vous allez loger. En même temps, vous allez à cette élection. Est-ce que vous ne saviez pas, avant d'y aller, qu'il n'y aurait pas de lieu où les loger et qu'il n'y avait pas un hôtel des sénateurs? Je remercie Equinox, notamment M. Marcelin Gansop, Equinox, d'avoir relevé ce pan. C'est extrêmement important. C'est-à-dire, c'est quand même curieux, et le président Sambaka disait cela sur ce plateau. Ça fait près de 3 ans que quelqu'un avait en charge de dévoiler le plan, et il a gagné donc pratiquement le marché. En dernier million, on lui a retiré cela. Pour quelle raison? Je pense c'est au-delà des convictions partisanes. Soyons républicains, reconnaissons que c'est pas normal. C'est la moindre des choses. Erwin Kong réagit avant Djebaï. Je crois qu'il faudrait que nous allions droit, n'est-ce pas, à la campagne. Oui, mais sur ce plan, en même temps, on ne peut pas non plus refuser à Jean-Robert l'inquiétude qui est la sienne. Non, ce n'est pas une inquiétude, c'est une instrumentalisation d'une situation secondaire en remplacement d'arguments politiques. Je voudrais rappeler que la Comédie Française a été créée à Moscou. Vous voulez que je fasse un commentaire? Ben, allez-y. Ce qui compte, ce n'est pas le lieu où vont habiter les sénateurs, ou l'hôtel des sénateurs, et la forme du lit et le nombre, la dimension des appartements. C'est le fait que nous ayons un Sénat, des hommes et des femmes qui vont concourir à la confection de la loi et qui, comme l'a dit M. Mozeline Djebaï, nous avons une administration organisée, et comme je ne voulais pas m'aventurer sur le terrain des spéculations qui ont été largement faites, nous avons plusieurs lieux qui peuvent accueillir le Sénat, même demain, si les élections avaient lieu demain. Donc passons à un débat pour éclairer. Quand on prend ce genre d'argument, c'est une façon d'empêcher les gens de comprendre ce que c'est que le Sénat. Bien. Le rôle qui va jouer demain dans notre démocratie. Alors, Jean-Robert Wafo, s'il vous plaît. Mozeline, vous vouliez réagir? Oui, je voudrais réagir pour dire que c'est une préoccupation tout à fait normale qu'on sache, les Camerounaises et les Camerounais, où sera logé le Sénat. C'est une préoccupation tout à fait normale. Mais je crois que ce n'est pas le débat de l'heure. C'est pour cela que je disais tout à l'heure que je crois qu'il y a toute une administration organisée qui, avant, n'est-ce pas, la convocation du corps électoral, avant, n'est-ce pas, de donner la date des élections, tout cela a été certainement prévu. Je ne voudrais pas m'aventurer pour parler, par exemple, de l'hôtel des députés ou l'hôtel des sénateurs. Les Camerounaises et les Camerounais ont aujourd'hui besoin beaucoup plus d'autres choses. Plus importantes que d'aller loger les sénateurs et autres, n'est-ce pas? C'est bien.
dans les hôtels et autres, mais il y a des préoccupations majeures. Pour Monsieur, quand on a une présidence de la République, quand on a une Assemblée nationale, je pense quand même, et là je suis d'accord avec Monsieur Djebaï, même si Jean-Robert 15 secondes, je vous en prie, même si tu me coûte 100 milliards de francs CFA, ça fait au moins 5 ans que nous avons un budget de 3200 milliards. En consacrant juste 1% chaque année, en 3 ans, on construit cet immeuble de 100 milliards de francs. Je n'ai pas dit que ça ne coûte absolument rien. Je n'ai pas dit que c'est une mauvaise chose. Merci, monsieur. Je crois que nous avons... c'est une chose qui est tout à fait normale. Mais est-ce que c'est le lieu d'en discuter ici, puisqu'il y a une administration en charge, n'est-ce pas, des affaires? C'est quelle administration? Écoutez, Jean-Robert Wafo, je crois qu'on a suffisamment parlé de cette question. Alors, il y a la question qui est liée au démarrage de la campagne électorale. Nous y reviendrons dans le débat proprement dit, qui commence dans un instant. Bien, bienvenue à ce qui constitue donc le débat de cette campagne électorale. Et vous savez, on a obligation d'être juste, on a obligation d'être des modèles, on a obligation de se respecter, on a obligation de dire aux Camerounais ce qu'on va faire, on a le devoir de ne pas faire de l'invective. Et nous sommes obligés d'équilibrer ce débat parce que nous sommes en pleine campagne électorale. Je vous propose, monsieur, de commencer par cette campagne elle-même. Comment vous allez faire pour convaincre? Alors, le débat est simple. Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est majoritaire de façon systématique partout où il est installé, même là où il ne va pas compétir. Alors, comment faire pour convaincre les conseillers municipaux du RDPC de voter UNDP, de voter SDF, de voter UDC? C'est bien la question à laquelle je vous propose de répondre. Et je commence par vous, Jean-Robert Wafo. Quel est le type de campagne que le Social Democratic Front a décidé d'appliquer pour faire la cour à ces votants qui sont majoritairement du RDPC? D'abord, je vais dire que l'élection des sénateurs obéit au suffrage universel indirect. Donc, on n'a pas affaire à un corps électoral, on a plutôt affaire à un collège électoral. Et nous savons tous que les conseillers municipaux, c'est-à-dire les membres de ce collège électoral, c'est des citoyens lucides, responsables, qui savent où se trouvent les intérêts des Camerounais et du peuple camerounais. Je sais très bien que ces conseillers municipaux regarderont froidement des listes en compétition et choisiront. Et ce que je vais dire, c'est quoi? Nous avons fait le pari d'aller à cette sénatoriale. Pourquoi? Beaucoup de Camerounais se posent cette question. D'abord, c'est par rapport à nos convictions républicaines. Alors, Jean-Robert Wafo, nous reviendrons sur cette question tout à l'heure. Elle fait partie justement et maintenant pour des volets de notre discussion. Qui concerne donc les stratégies, je vais vous dire, d'emblée, nous allons en position pas du tout favorable. Mais vous y allez quand même. Je vais vous dire, nous y allons. Nous sommes convaincus que nous aurons des sénateurs. Et ça, nous avons mis sur pied des stratégies. Et comme toute stratégie, pour qu'elle soit efficace, elle se doit d'être discrète. Ah bon? Bien, merci d'être discret, mais ça va être difficile d'expliquer. Alors, vous avez raison, parce qu'effectivement, c'est un scrutin particulier. Et Hervé et Emmanuel Nkom, vous êtes, vous, au RDPC, tout aise dans cette situation, puisque finalement, on se met à penser que personne ne peut vous battre, a priori. Écoutez, je voulais vous faire savoir que les sports les plus dangereux, ce sont les sports où on n'a pas d'adversaire. Le karatéka se blesse souvent quand il s'entraîne tout seul, et le cyclisme est dangereux quand on s'entraîne tout seul. Non, cette élection, c'est une élection nationale, même si elle est particulière par son caractère indirect et que nous avons un grand collège d'électeurs. Je viens de remarquer que beaucoup de gens veulent venir récolter dans notre plantation. En même temps, ils n'ont pas vraiment le choix. Oui, mais ça, ce serait du braconnage, à défaut d'être du vol, c'est un hold-up organisé. Il ne faut pas prendre les élus RDPC, spécialement mes camarades conseillers municipaux, pour des imbéciles.
Cette élection a un objectif, entre autres, de mettre en place une institution essentielle dans notre démocratie, mais elle doit être cette institution, parce que nous en avons les moyens, coïncider avec la majorité politique de ce pays. Ça, c'est la photographie. Ça, c'est la démocratie. Donc, je dis à mes camarades grands électeurs qui vont à cette élection que ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une promenade. Et il faut qu'ils donnent les moyens, la même majorité que le président Biya a eu, n'est-ce pas, à la dernière élection présidentielle. Il faut que la majorité sénatoriale coïncide parce qu'elle va participer à l'élaboration de la loi, des lois qui vont permettre l'accélération, n'est-ce pas, de la réalisation de la politique, de grandes réalisations plébiscitées par plus de 80% des Camerounais. Je termine là-dessus en disant ceci. Rapidement. Je crois qu'il est immoral, et si je veux baisser un peu le niveau, dit amoral, que dans une élection comme celle-là, on commence à parler d'une campagne clandestine qui consisterait à corrompre peut-être les électeurs, les grands électeurs, pour les faire adhérer à une politique qui n'est pas leur politique d'origine. Il faut de la transparence, et j'invite monsieur le ministre de la Communication du SDF à nous dire qu'est-ce qui peut amener à penser qu'un militant du RDPC, je les connais, les grands électeurs du RDPC, je les connais presque tous, et ceux du littoral, qu'est-ce qui peut amener à penser, par quel moyen, par du Valium ou par quoi, on va l'amener à retourner à voter pour ceux qui ne veulent pas soutenir la politique du président Biya. Il faut expliquer donc à ces grands électeurs que ce qui est en jeu, ce n'est pas un concours de beauté, la sélection de Miss Monde ou de Miss Cameroun ou de Miss Littoral, c'est le soutien à une politique, c'est de grandes réalisations. Sam Cyril Baka, vous y êtes à l'ouest, et évidemment, le RDPC n'y est pas. Ça veut dire que votre gros affrontement, c'est contre le Social Democratic Front. Mais en même temps, comment vous faites-vous, et vous avez un peu de la chance pour ça d'ailleurs, puisque le RDPC n'y est pas, comment vous vous déployez pour convaincre les militants du RDPC de voter plutôt pour vous que pour les autres? Mais l'abstention est un vote. Bon, mais je vais vous dire une chose. Une analyse a été faite, et j'ai toujours dit, et j'ai dit dans vos antennes ici, que nous avons fait une liste. Et si nous avons fait une liste, c'était à l'ouest, parce que nous pensions qu'on pouvait gagner. Vous saviez qu'il y aurait ce coup du sort à l'élection du RDPC? Non, nous avons pensé que non seulement il y a deux choses à faire, soit gagner, soit récupérer, n'est-ce pas, sa caution, tout au moins. Nous sommes en République. Ouais. Non, il y a des élections municipales, il y a des élections législatives qui arrivent, il faut être sincère. Il faut dire les choses comme elles sont. Donc nous sommes allés à l'ouest parce que, en termes de conseillers municipaux, nous étions les deuxièmes. Donc nous avons fait une liste là-bas, et il s'avère que le RDPC ne compétit pas à l'ouest. Alors, le problème qui reste, c'est que nous sommes en face du SDF. Nous avons plus de conseillers municipaux que le SDF à l'ouest. Donc, en principe, il y a deux cas de figure. Le RDPC peut s'abstenir. Vous comprenez? Le RDPC... Vous allez demander au conseil? Non, écoutez bien. Oui. Le RDPC était en compétition à l'ouest. Sa liste a été disqualifiée. Donc, il y a quelques frustrations. Le RDPC peut choisir de soutenir un parti ou un autre sur la base probablement des idées. Est-ce que vous êtes dans des tractations avec le RDPC justement? Écoutez, si on fait des tractations avec des partis, ce sont des tractations qui se font au sommet. Si on fait des tractations avec les électeurs, c'est-à-dire les conseillers municipaux, ce que nous allons démarrer, que nous avons même démarré aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir le maximum de voix pour l'UDC. Maintenant, dans le cas contraire, comme le disait Hervé, s'ils s'abstiennent, ce n'est pas notre désavantage. L'UDC va gagner. Vous comprenez? S'ils ne s'abstiennent pas et qu'ils choisissent, l'UDC sera en campagne. Nous espérons tout simplement que l'écart de voix va demeurer. Et l'UDC pourra gagner donc les sénateurs de l'Ouest. Voilà. Comment est-ce que nous abordons cette campagne en toute lucidité? Et qu'est-ce que vous dites à un sénateur, à un conseiller RDPC pour qu'il aille? Et on l'a vu ces derniers temps, il y a pas mal de tractations entre le RDPC et le SDF. Qu'ils vous choisissent. Oui, Hervé Emmanuel, comme vous réagirez tout à l'heure, entre le SDF et le RDPC, pour qu'ils vous choisissent, vous, plutôt que le SDF,
sachant qu'il y a d'autres élections qui arrivent et qu'éventuellement, en ce moment-là, on pourra faire d'autres tractations. Quel est le petit truc qui pèserait davantage pour vous que pour le SDM? Ce qui pèserait davantage, je pense que c'est parce que nous sommes déterminés à aller à ces élections en tant que des sénateurs de mission. Voyez-vous? Des missions. Je vous voulais passer la parole à quelqu'un d'autre. Non, c'est vous qui l'avez. Alors, je suis en train de dire que nous allons à ces élections déterminées, n'est-ce pas, pour être des sénateurs de mission. Le Sénat. Comment vous définissez le terme sénateur de mission? Le Sénat de mission. Les sénateurs de mission, ce sont des gens qui s'en vont pour jouer un rôle précis à ce Sénat, qui est une chambre qui a besoin d'une coloration politique, qui a besoin des idées, qui a besoin de mettre en place des lois qui reflètent les usages et coutumes de notre pays. Voilà. Mais oui, je reviens à vous tout à l'heure, mais puisque nous sommes quand même, nous parlons surtout de la région de l'Ouest, je reviens à vous, vous inquiétez pas, nous allons équilibrer. Je voudrais revenir sur Jean-Robert Wafo pour dire que cette élection en charme, justement, c'est que désormais on ne pourra plus dire RDPC. Vous avez au moins, Emmanuel, vous avez au moins la région de l'Ouest où là, il n'y a pas de RDPC. Vous affrontez l'UDC, et là, le bilan de RDPC qui est coupable de tout, vous ne l'avez plus. Qu'est-ce que vous dites au conseil municipal de l'Ouest, qui, Sambaka vient de le dire, sont en majorité, enfin en petite majorité, le RDPC exclu de l'UDC. Comment vous faites pour vous tirer de l'affaire dans ce cas-là? Je vais vous dire une chose. Je ne vois pas les conseillers municipaux du RDPC en train de s'abstenir. Et selon vous, ils votent qui? Notamment à l'Ouest. Pourquoi ils ne s'abtiendraient pas? À l'Ouest. Pourquoi ils ne s'abtiendraient pas à l'Ouest? Je suis convaincu. D'abord, ils savent que le vote, c'est un devoir citoyen. Ils le savent très bien. C'est vrai qu'ils peuvent voter bulletin nul, mais je sais très bien qu'ils vont regarder les listes en compétition. Et dans ces deux listes, ils sauront, d'abord, ils savent qui a déjà fait quoi, qui peut faire quoi. C'est ce qui va faire basculer l'élection à l'Ouest. Et nous avons une liste. Nous avons une liste constituée des hommes de qualité, conduits par le président régional, le camarade Tsoumelou, où il y a le chef Chachouan derrière, l'ancien député. C'est des gens qui savent, qui ont une expérience sur le terrain. Et je peux vous dire, contrairement à ce que les gens pensent, que les conseillers municipaux du RDPC de l'Ouest, je sais que c'est des gens libres. Je sais qu'ils sont lucides. Je sais, parce que l'enjeu des sénatoriales, c'est quoi? Au-delà de la production de la production de la qualité législative, l'enjeu des sénats aussi, c'est la représentation dans la région, la défense des intérêts de la région. Et je pense qu'à l'Ouest, là, avec les listes qui sont en compétition, ceux qui sont dans l'autre liste, c'est des gens remarquables, c'est des gens qui sont à même de défendre les intérêts des populations de l'Ouest, je veux dire de la région de l'Ouest. Et je vais tout simplement dire une chose, c'est quoi? C'est que j'invite donc tous les conseillers municipaux, tous les membres du collège électoral à l'Ouest, ainsi que partout, à voter froidement, à regarder froidement les listes et bien évidemment à faire le choix qu'il faut, qui est le choix du SDF. Alors, Hervé Emmanuel Combe, je reviens à vous tout à l'heure. Le temps de... Il fallait que je réagisse. De permettre à Monseigneur Djebaï qu'on sorte un peu de l'Ouest. Non, on va y aller. Écoutez, monsieur, on reviendra donc à l'Ouest. Mais avant, permettons à Monseigneur Djebaï de réagir. Alors, vous êtes à l'Ouest, vous aussi? Ah non. Vous n'y êtes pas? Non, dans le littoral. Vous êtes... Enfin, non, l'UNDP est à l'extrême nord. Voilà. Vous n'êtes pas à l'Ouest. Vous n'êtes pas à l'Ouest. Dans le littoral. Non, voilà. Nous ne sommes pas à l'Ouest. Vous n'êtes pas à l'Ouest, mais en même temps, est-ce que, je le disais tout à l'heure, ça vaut pour vous cette question, est-ce que finalement, l'un des charmes de ce scrutin, c'est qu'au fond, on va un peu sortir de ce braquage systématique RDPC opposition et que finalement, entre amis, vous êtes obligés, enfin, amis entre guillemets, vous êtes obligés de vous affronter sur certains fronts et on l'a vu avec l'UDC et le SDF tout à l'heure,
ça ne va pas être des cadeaux. Comment est-ce que vous vous engagez dans ce scrutin où vous sentez bien que les amis communs d'hier contre le parti au pouvoir vont être de rudes ennemis aujourd'hui? Nous ne sommes pas des amis communs d'hier. Nous sommes des amis traditionnels. Ça, il faut déjà le comprendre. Et nous sommes amis à tous les partis politiques qui concourent au suffrage universel et qui veulent le développement et la bonne gouvernance de ce pays. Voilà la position de l'UNDP. Nous sommes un parti républicain. Nous avons deux choix, prendre le pouvoir, partager le pouvoir. Vous posez la question tout à l'heure avec des amis. C'est vrai, dans le SDF, ce sont nos amis. Dans le RDPC, ce sont nos amis. À l'UDC et bien d'autres partis, nous avons des relations avec des partis. Il en dépend des moments et des occasions. Tout à l'heure, Hervé a parlé de soutien. Hier, nous tous pour la majorité présidentielle, c'est nous tous qui avons soutenu la majorité présidentielle. Et vous croyez que le RDPC vous le rendra sur ce coup-là? L'élection, c'est une élection particulière. C'est une élection spéciale. C'est l'espoir, comme venait de dire tout à l'heure monsieur le ministre de la Communication du SDF. C'est une élection qui aura en face des hommes et des femmes qui peuvent apporter un effet induit sur le plan politique, sur le plan économique. Donc, ce n'est pas une élection partisane qui y aura, de notre point de vue. Donc, ne rentrons pas dans le calcul arithmétique, déjà pour dire j'ai tel nombre de conseillers municipaux. Ce sont les grands électeurs. Ces grands électeurs, par rapport à leur choix, vont, dans bientôt nous aurons les municipales et les législatives. On verra le comportement également de ces grands électeurs. Tout à l'heure, dans votre reportage, on a démontré quelque part où les maires ont réagi et c'est vous-même qui disiez qu'il y a, par exemple, des bâtiments inachevés, un certain nombre de choses. Est-ce que tout le conseil est d'accord par rapport à cette gestion? Bon, donc c'est la chose commune. Le sénateur, c'est quelqu'un qui vient d'une manière apporter un plus, n'est-ce pas, dans le développement économique, politique et social d'une région de la nation. Voilà comment se situe notre démarche. C'est pour cela que j'ai dit au début de notre entretien pour dire que nous sommes un parti de l'espoir, un parti de conviction, n'est-ce pas, pour un pays, une république transparente, une république légale, une république où il y a des hommes et des femmes qui ont des valeurs, la probité morale, la sagesse. Je crois que les grands électeurs, les sénateurs, connaissent à peu près tous ceux qui sont sur les listes, ceux qui vont devenir demain des sénateurs. Chacun en son âme et conscience aura la latitude de bien regarder toutes ces listes pour faire le moment venu son choix. Je ne voudrais pas spéculer sur... Si. Bah, écoutez, alors, vous terminez, oui? Oui, bien sûr. C'est pour donc dire que ce n'est pas un calcul arithmétique. Nous aurons des hommes et des femmes capables de défendre des projets, des préoccupations des populations auprès de toutes les composantes sociales. Je vous ai vu vous impatienter, Hervé Emmanuel Ngom. Oui, par rapport au temps de parole ou par rapport à quoi? Parce que non, vous inquiétez pas, on va rattraper. Je suis d'une extrême sérénité quant au temps de parole. Je laisse Max faire la police de l'émission. Non, je crois qu'il faudrait qu'on soit sérieux. Hein. Le sénateur est un parlementaire. Le sénateur n'est pas un conseiller économique et social, c'est un parlementaire. Il participe à l'élaboration, à la confection de la loi. Mais en même temps, vous permettez que je vous relance sur la question. Est-ce que Djebaï le disait tout à l'heure, et on l'a vu dans le reportage, est-ce que le bilan du RDPC et tout ce qui a précédé, parce que après ce thème nous parlons du contentieux préélectoral, est-ce que vous vous inquiétez pas de votre bilan et évidemment de tout ce qui s'est passé en période préélectorale, là, notamment le casting au niveau de votre parti? Ça vous inquiète pas un peu de savoir qu'il y a quelques éléments qui pourraient effectivement fonder certains de vos camarades à sortir des rangs? Non. D'abord, je voudrais crever cet abcès qu'on essaie d'entretenir d'une façon artificielle. Là où il y a des hommes, il y a des ambitions. Là où il y a des ambitions, il y a compétition. Et le temps de la compétition est passé. Nous devons être maintenant dans le temps de la discipline, de l'unité pour mener un combat. Et deuxièmement, il est quand même curieux. Ça devrait me réjouir que subitement, nous qui étions traités comme une maladie honteuse, nous soyons vraiment dragués au premier degré. Hein. Et ça, je ne sais pas. Non, moi je ne suis pas une prostituée. Je ne suis pas une prostituée. Je ne peux pas aller avec quelqu'un d'autre quand je suis marié. Voilà une situation. Je vous ai dit qu'un sénateur est un parlementaire. Donc, par définition, il fait un travail politique.
Et les sénateurs RDPC devront, comme d'autres sénateurs d'ailleurs, mais chacun dans la position géographique qu'il va choisir, participer à l'élaboration de la loi. Comment voulez-vous que des gens qui ont passé leur temps à nous invectiver, à combattre la politique des grandes réalisations, subitement deviennent nos partenaires, ou qu'on les fasse élire pour continuer ce travail d'opposition à notre politique? De quoi donc il y a les marqueurs? Je ne veux pas anticiper sur ce que les états-majors de nos partis vont faire. Il y a des lieux pour cela. Mais l'UNDP, par exemple, est dans une majorité présidentielle, même si son secrétaire général chante souvent un chant un peu cacophonique. Mais comment voulez-vous que, par exemple, un électeur, un grand électeur RDPC, conscient, responsable, n'est-ce pas, à son niveau, aille voter pour un parti qui est dans un pacte qui a pour objectif de faire chuter la politique du président Biya, de combattre la politique du RDPC. Je ne vais pas les mettre dans une classification. Le SDF a son rôle, il a son registre, je ne veux pas me mêler de cette compétition, mais je dis aux grands électeurs RDPC, faites attention, vous êtes responsables d'un choix qui va être historique, d'abord mettre en place la première institution de cette nature dans notre pays, et c'est une institution politique qui va participer au soutien de la politique de grande réalisation, mais créée par la vérité. Je suis obligé de vous arrêter. Je ne vais pas tenter. C'est une institution essentiellement politique. Oui, absolument. Le Sénat, c'est pas exactement ça. Ah si. Le Sénat, c'est la représentation des collectivités nationales décentralisées. Non, le Sénat, il a bien la loi. Non, c'est la loi. L'Assemblée est là. Le Sénat est là, le Conseil économique. Mais je ne suis pas d'accord avec cette définition que vous avez délivrée tout à l'heure. Bon, ben moi, ce que peut-être avant vous, Jean-Robert Wafo, je voudrais m'adresser à Sambaka. Si on écoute Hervé Com, finalement, pour dire, comme on dit, vous êtes cuit, quoi. Non, moi je... Attention, Hervé Com est dans son élément, il a raison. Ah, merci. Il a parfaitement raison. C'est-à-dire que... alors, vous faites comment si tous les militants RDPC sont dans l'élément où se trouve... Ils devraient être là, ma position. Vous faites comment? Nous gagnons les élections. Ah, tout simplement. C'est entre eux. Nous avons à l'ouest... Nous avons à l'ouest 200... Qu'est-ce qu'on fait? Le RDPC gagne plus. S'il vous plaît, nous avons à l'ouest 240 et plus de conseillers municipaux. Le SDF en a, je crois, 105. Donc, si dans la posture de Emmanuel Com, qui ne veut personne d'autre, le problème ne se pose pas. Nous gagnons les élections. L'UDC prend les sénateurs de l'Ouest. Ça, c'est clair. Mais seulement ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est qu'il ne faut pas se tromper. Le RDPC a plusieurs leviers. Le RDPC a en réserve 30. Non, attends. Non. C'est pour dire que les listes de RDPC qui ont été disqualifiées auront forcément une compensation. Voyez-vous qui sera là en termes de nomination. Ça va se passer comme ça, et je crois que les régions n'ont pas à se soucier de ce point de vue, parce qu'il y aura à la fin un arbitre qui a 30% entre les mains. Oui, je rappelle, les 30% sont nommés par le président de la République. Exactement. Donc, pas la Constitution. Absolument. Donc les listes qui sont en compétition sont des listes sur la base d'une idée politique. Alors, Jean-Robert Wafo, vous devez faire la cour au conseil RDPC, parce que si nous prenons la région de l'Ouest, et Sambaka fait le calcul, si le RDPC s'abstient, vous perdez, et vous ne pouvez pas convaincre. Alors, je ne sais pas comment, peut-être que vous allez le faire, comment vous allez convaincre les conseillers UDC de vous voter. Alors, est-ce que vous ne vous trouvez pas un peu étroit dans cette nouvelle posture de louange de la qualité des militants RDPC, quand on sait quand même que le discours, je ne parlerai pas d'insultes, mais le discours a été dès l'origine à l'affrontement. Tout sauf RDPC. Mais écoutez, je vais vous dire une chose. Les conseillers municipaux RDPC de l'Ouest, c'est des hommes conscients. C'est des citoyens camerounais, on leur a pas retiré la citoyenneté camerounaise. Alors, dire qu'ils vont s'abstenir, pourquoi ils vont s'abstenir? Vous n'êtes pas leur directeur de conscience.
Ça c'est clair, ils ont une conscience, ils sont libres, ils vont le faire. Et puis, je vais dire une chose, l'enjeu du Sénat, je vais même dire l'importance du Sénat, les deux, l'enjeu et l'importance sont liés à la qualité de la production législative. Avec la navette législative, c'est-à-dire que, bien évidemment, les lois seront votées par l'Assemblée nationale, seront transmises au Sénat. Le Sénat va faire une seconde lecture avant de revenir à l'Assemblée nationale pour adoption définitive. Mais compte tenu de cette navette, il faut bien qu'à l'Ouest, qu'on prenne des gens qui ont de l'expérience, qui savent ce que c'est qu'une Assemblée nationale. Et nous avons la chance, nous, dans le SDF, d'avoir 2 anciens députés, l'honorable Timoulou et l'honorable Tchatchoua. Donc, c'est des gens, ils sauront de quoi il est question. Là-bas, on ne peut pas, donc j'interpelle, donc je dis tout simplement, les conseillers municipaux du RDPC doivent regarder froidement les listes, qu'ils fassent leur devoir citoyen en toute lucidité. Et vous, dans le littoral, vous ferez quoi? On n'est pas encore au littoral, on en viendra peut-être, mais je dis une chose, c'est quoi? C'est que, d'ailleurs, je vous coupe pas, qui a déjà fait quoi et qui peut faire quoi? Il y aura des émissions pour des régions. C'est-à-dire que des plateaux, nous parlerons spécialement de région par région. Il n'y a pas de problème. Pour absolument comprendre. Puisqu'on est à l'Ouest, puisque l'enjeu, puisque vous avez commencé par ça, parce qu'il n'y a peut-être pas de RDPC, parce qu'il y a 2 partis d'opposition. Donc je disais tout simplement que la qualité de la production, c'est-à-dire que législative, devrait interpeller la conscience des citoyens qui sont militants du RDPC et pendant donc du RDPC. Ces conseillers municipaux, c'est pas toujours sûr que ils n'ont jamais été frustrés. Non, le problème n'est plus là. Le problème maintenant, c'est qui peut faire quoi pour toute la région de l'Ouest. C'est ça le plus important. C'est le plus important. On est à l'Ouest là maintenant. Nous sommes à l'Ouest. Enfin, disons que c'est un cas d'espèce. Qui peut faire quoi? Bon, ben si on doit résumer. Si je prends par exemple, c'est le cas du Nord-Ouest, ça c'est clair, à notre tête, à la tête de la liste, nous avons le chairman Nigel Fondi, qui est un homme remarquable, un homme de qualité d'exception, grâce à qui nous avons sauvé la paix dans ce pays. Non, il faut que je le dise. Parce que quoi, ce n'est pas la propagande, monsieur Hervé, comme vous avez eu votre temps de parole, laissez-moi donc finir. Je veux dire, des Camerounais se sont interrogés de savoir pourquoi est-ce qu'en définitive, nous sommes allés à ces élections sénatoriales. On a jeté l'opprobre sur le chairman Nigel Fondi. Je vais dire aux Camerounais une chose. La posture finale. Permettez-moi de finir. Oui, allez-y. Puisque rapidement, vous avez dit, c'est pas seulement à l'Ouest qu'on peut aussi aller partout. La posture définitive du chairman, qui est par ailleurs louable, a déjoué, je dis bien a déjoué, les plans machiavéliques que les pyromanes tapis dans l'ombre, dans le camp d'en face, avait projeté sur notre vivre ensemble. Hervé Manet, comme qui est républicain, le sait très bien. Si nous avions boycotté le Sénat, si nous avions fait un boycott actif, le chaos était prévisible. Donc c'est pour l'intérêt supérieur du peuple camerounais, une fois de plus, que le chairman a donné, permettez-moi de me répéter une fois de plus, une chance à la paix. Une police dans le Nord-Ouest est constituée d'hommes d'honneur. Dans le Nord-Ouest, ils savent qui a déjà fait quoi et qui peut faire quoi. De même que dans le Sud-Ouest, nous avons Joshua aussi, qui est un homme de talent, qui conduit cette liste. Donc je dis que le conseil du RDPC regarde froidement les listes. Il est question de défendre ici les intérêts de chaque région, d'envoyer des gens qui sont capables d'améliorer la production législative dans notre pays. On sait très bien que dans nos listes, il y en a qui sont... Merci. Une dernière réaction. Oui, je me préoccupe de cette réaction qu'il faudrait que les partis politiques, parce qu'il n'y a pas seulement le SDF, il y a les autres partis politiques. Il y a le MDP, et le MP, je crois, il y a l'UPC. Le CPP qui distribue les cartes. Non, ils ne sont pas candidats, donc pour le moment, ce n'est pas le lieu d'en parler ici. Également, c'est vrai. Il a dit tout à l'heure, le calcul arithmétique, c'est ce que nous pensons que cela ne pourra pas être effectif, n'est-ce pas, pour cette élection qui va se dérouler le 14 avril. Merci, pour la simple raison, vous terminez rapidement. Dit tout à l'heure, oui, mais par rapport au temps d'antenne. Oui, mais on va se terminer sur cette question. Je vous laisse le temps de terminer. Suffisamment du temps pour pouvoir expliquer, de dire de quoi il s'agit. Bien évidemment. Hervé, s'il vous plaît. Donc, je disais qu'il est effectivement en retard sur le temps d'antenne. Nous lui devons ça. Les grandes électrices auront en face d'eux des candidates et des candidats. Ce n'est pas un calcul arithmétique. Ils sont suffisamment grands, ce sont des grands électeurs pour prendre leur responsabilité. Il y va de la responsabilité de la nation. C'est au-delà de l'esprit partisan.
Bien, merci, messieurs. On pourrait continuer sur cette question, qu'on ne s'arrêterait jamais. Hervé, comme veut réagir, et j'imagine que Jean Wafo réagira à sa suite et Sambaka voudra. Donc, je crois qu'on va arrêter là pour cette question. Mais comme je vous l'ai dit, il y aura des éditions spéciales pour chaque région qui permettront donc justement de discuter pour les cas spécifiques des régions. Et chacun pourra, à cette occasion-là, j'espère vous avoir les uns les autres. Sinon, on aura d'autres membres de vos partis politiques qui pourront en parler. Le deuxième stop dans ce débat, c'est le contentieux préélectoral. Alors, vous savez, il y a quelques jours, il a été évidé par la Cour suprême siégeant, comme c'est le cas depuis, j'ai envie de dire toujours, en lieu et place du Conseil constitutionnel dont on espère qu'il est le prochain à arriver. Est-ce que, au bout de ce contentieux préélectoral, vous n'avez pas le sentiment que c'est une consensuelle répartition? On a bien l'impression, Hervé Manuel, comme que vous êtes assis avec vos amis, vous avez fait un certain nombre de ce que je dirais deals, et je vous laisse l'Ouest. Non, je prends l'Est. Max, je ne peux pas vous laisser dire une chose pareille. Tant mieux, justifié. Vous êtes un observateur politique avec beaucoup de talent. Dura lex sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. Ce qui s'est passé depuis le niveau de l'ECAM jusqu'à la Cour constitutionnelle, c'est une bonne nouvelle pour les démocrates que nous sommes autour de cette table. Ça va concourir à la mise en confiance des acteurs de la vie politique pour ceux qui avaient fait un procès préventif en disant que l'ECAM serait un organe annexe du RDPC. Ben, je crois qu'ils devraient réviser leurs leçons. Et ce qui s'est passé au Conseil constitutionnel, c'est simplement le fait que nous sommes un parti de droit commun, comme tous nos compétiteurs, et qu'il ne peut pas avoir de place pour toute fantaisie avec la loi. C'est dur pour mes camarades des régions dont les listes ont été récalées, mais c'est une bonne nouvelle pour la démocratie. C'est fait partie du programme que nous défendons avec le président Biya. Alors quand on a fini de le dire, c'est quoi? Ce n'est pas un arrangement entre partis. C'est la loi qui a été appliquée. Nous ne sommes pas assis sur une table. Croyez-moi, je suis quand même à niveau de mon parti qui peut me permettre d'avoir accès s'il y avait une telle chose. Ce serait même contraire à la démocratie. Nous nous sommes assis sur une table pour faire... Non. Ce qui s'est passé, c'est que les partis politiques apprendront, et tous les partis, chacun à son niveau, à respecter la loi et à faire les sélections des hommes et des femmes qui obéissent, qui répondent à la loi. Donc ici, aujourd'hui, c'est la victoire de la démocratie, de la République exemplaire que nous voulons construire, et c'est pénible pour les uns et les autres, mais ça nous fait avancer ensemble dans un état de droit, un Cameroun pour tous, un Cameroun impartial. Quand on a fini de le dire, c'est de quoi? C'est aussi la main de Dieu peut-être. Parce que vous voyez ce soir, bon, moi sur le plan privé, nous sommes des amis, nous avons grandi ensemble, pour certains Sambaka et moi aussi, mais le discours officiel que les partis tenaient est à réviser, parce qu'il va y avoir des moments où, si vous voulez faire appel à la sélection de la qualité des hommes, il ne faut pas traiter un groupe de totalement infréquentable. Il faut considérer que ce groupe-là a des hommes et des femmes de qualité. Donc aujourd'hui, je suis peiné pour les deux listes recalées du RDPC, mais je suis un patriote, un républicain, un citoyen heureux, parce que je crois que les uns les autres, que ce soit Jean-Robert Wafo ou Sambaka ou même Moseli, nous sommes un peu plus confortés et que le procès en sorcellerie contre les institutions de régulation de la démocratie va baisser un peu de ton et qu'on ira aux élections en toute confiance. La preuve maintenant, on veut demander à nos soldats d'aller gagner une guerre pour le compte d'autrui. Il se trouve simplement que vos soldats Alors, Jean Wafo, est-ce que vous partagez cette louange, qui n'est pas surprenante par ailleurs, de Hervé comme aux institutions, sachant quand même que tout ce qui a été revendiqué depuis le temps, cette sorte d'inféodation supposée des institutions RDPC, c'est quand même démenti depuis l'ECAM jusqu'au Conseil constitutionnel où vous vous dites c'est une grosse blague. Non, je vais dire, je vais pas donner un chèque en blanc à l'ECAM. Pas du tout, j'attends des prochaines élections législatives et municipales. Voilà. Ça veut dire que sur ce point-là au moins, je vous en prie, je ne vais pas donner un chèque en blanc parce que là, ils avaient 32 listes. Aux élections municipales, ils auront donc plus de 300, donc plus de 300 listes.
en compétition, je ne vais pas donner un chèque en blanc. J'attends de voir comment l'ECAM va réagir aux futures consultations, je vais dire aux municipales et aux législatives, parce que n'oublions pas que dans le code électoral, il est inscrit que la commission départementale, au niveau de la commission départementale, les résultats sont consignés dans un procès verbal et transmis, signé par le président et les membres, et chacun reçoit un exemplaire. Et qu'en cas de contestation, bien évidemment, seul le procès verbal de l'ECAM fait foi. C'est là où je vais juger l'ECAM. Définitivement. Mais pour le reste, l'ECAM n'a que dit le droit. Et je suis surpris. Mais oui, tout comme la Cour suprême. Le problème n'est pas à ce niveau. Le problème, c'est aussi au niveau du code électoral. Ils ne font qu'appliquer ce que le code électoral dit. Parce que prenons un exemple simple. J'observe qu'il y a une disproportion entre la sentence et la faute commise. Je prends tout simplement un exemple. Notre président du droit a été disqualifié, tout simplement parce que il y a un candidat suppléant qui n'a pas légalisé sa déclaration de candidature. Mais pendant ce temps, on a remis en compétition, par exemple, les listes du RDPC à l'est et à l'extrême nord, alors qu'il y avait des gens à l'extrême nord, par exemple, quelqu'un qui n'était pas d'origine camerounaise, et puis à l'est, quelqu'un qui avait moins de 40 ans. En termes de proportion de faute, qu'est-ce qui est plus grave? Et puis, moi, je vais dire une chose, j'ai été quand même, parlant de ce contentieux, il m'est revenu au niveau de la Cour suprême qui siégeait comme conseil constitutionnel qu'il y a un cas grave. Nos camarades du Sud, conduits par le camarade Lucas Ndi, auraient pu compétir seuls. Pour une raison simple, pour la raison qui a poussé à la disqualification de la liste du RDPC à l'ouest. Parce qu'il se trouve qu'il y a un candidat du RDPC, Grégoire Mbamba, on a pu démontrer que lui qui est né à Lododorf a plutôt fait établir son bulletin de notoire d'excès de casier judiciaire à Ebolova, plutôt qu'à Kribi. Mais si, on a pu démontrer, et puis, bon, le président de la Cour suprême a dit que celui qui, donc, avait fait cette requête n'était pas fondé. Mais pourtant, que dit la loi? C'est pas la même région. Un agent peut le faire. C'est pas la même région. Kribi et Ebolova, c'est pas la même région. Non. Il y a un tribunal de première instance à Kribi. Donc c'est là-bas qu'il peut le faire. Il est plutôt allé faire ça à Ebolova. Bon, le président du Panamolais, qui est par ailleurs même de qualité et d'exception, ça il faut le reconnaître ici. Merci. Et il a sacrifié sa vie au service de la nation, n'a que dit le droit. Il a dit mais malheureusement, mais sauf que la loi prévoit qu'un agent du gouvernement peut donc faire la requête. Bon, je suis surpris qu'il n'y a eu aucun agent du gouvernement qui ait pu faire une requête. Et en plus, je suis aussi surpris qu'au niveau de l'État, qu'on n'ait pas pu constater cela. Donc voilà. Je voulais dire une parenthèse. Vraiment une parenthèse. Premièrement, Jean Robert, les décisions du Conseil constitutionnel ont acquis autorité de la chose. Je suis d'accord. Et nous ne pouvons plus commenter cette décision. Je l'ai dit. Oui, je suis d'accord avec toi. La deuxième chose, c'est que, je ne vais pas revenir dessus, mais après les élections, il faudra qu'on enseigne aux jeunes de ce pays quels sont les partis dans un contentieux. Dans ce contentieux, il y a un agent du gouvernement ici. Dans ce contentieux, même le RDPC, c'était RDPC contre l'ECAM. Et chaque requête qui a été faite par un parti politique, c'était une parenthèse. Hein. Oui, c'était un parti contre les décisions de rejet de l'ECAM. Donc vous ne pouvez pas, dans un contentieux qui repose à une personne, introduire une troisième personne, une tierce personne qui n'a rien à voir. Il n'y avait pas de contentieux au sud entre l'ECAM et le RDPC. Alors, voilà, c'est simple, donc passons là-dessus. Un agent du gouvernement peut faire la requête. Oui, mais c'est une dénonciation qui est quand même. Et les quand même aurait pu là-bas en bas, c'est-à-dire quand il est comme consulté dans les la saisine d'office. Voilà, constater que M. Grégoire Mbamba est né à Lolodorf. Il a fait son bulletin numéro 3 d'extrait de casier judiciaire à Kribi, non, à Ebolova, plutôt qu'à Kribi, parce que Lolodorf dépend de Kribi. La bulletin de première instance c'est à Kribi, on ne l'a pas fait. Donc j'ai dit, on aurait pu compétir seul. Demain, j'aurais pu déjà appeler mon excellent camarade Lucas dit sénateur. Bon, mais ça n'a pas été le cas. Bon, voilà. Merci Jean-Robert Wafo. Hervé a parlé tout à l'heure de la qualité. Moseline Jebaï. La qualité des hommes et des femmes. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, que dans nos listes, nous avons la qualité des hommes et des femmes. Et en ce qui concerne, n'est-ce pas, ces différents rejets, nous, à l'UNDP, je crois que s'il faut donner une note, nous avons
20 sur 20. Pardon. 20 sur 20 parce que nous avons travaillé, nous avons monté nos listes et ces listes de part de la commission qui ont été déposées à temps. Il y a une seule liste, celle de l'extrême nord, qui a fait l'objet, n'est-ce pas, d'un rejet. Un rejet, mais suite au remplacement que nous avons effectué pour la nationalité, parce qu'il fallait, la dame que nous avons présentée était d'origine étrangère. Bon, donc je crois que pour nous, ça n'a pas été aussi difficile que ça. Donc nous avons travaillé de manière très professionnelle. Alors, ce que je voudrais tout simplement dire, c'est que nous avons observé tout ce qui s'est passé à Elekam. Il y a l'instance juridique qui s'est prononcée par rapport à tout ce que nous avons connu. Nous disons tout simplement que voilà la démocratie, parce que lorsque nous avions dit que c'était un processus qui, au fur et à mesure, et avec le temps, on va essayer de mettre des choses en place. Nous continuons à observer l'ECAM par rapport à ce qui est déjà fait, c'est appréciable, le travail qui est déjà fait sur le terrain. Nous demandons à l'ECAM d'aller de l'avant et nous encourageons l'ECAM d'aller de l'avant pour qu'il y ait plus de transparence, pour que nous ayons, n'est-ce pas, la paix, la stabilité dans ce pays. Voilà pour le moment ce que nous avons à dire. Bon, en ce qui concerne l'organisation, je crois qu'au fur et à mesure, l'ECAM nous délivre des notes de service, nous disent comment nous devons nous conduire, les candidats, les prospectus que nous avons. C'est le processus, c'est ce qui est tout à fait normal. Certains partis politiques n'ont peut-être pas compris le bien fondé, n'est-ce pas, de cette institution. Il ne faut pas déjà juger l'ECAM de... À temps définitif. Oui, si. Nous devons encourager plutôt l'ECAM de faire mieux que par le passé, parce qu'on a connu les dernières élections où tout le monde n'était pas d'accord avec tout ce qui a été fait. Mais aujourd'hui, c'est un processus, nous devons l'encourager, et ça s'améliore. Et je crois qu'avec le temps... l'UNDP adhère absolument à nous accompagnons l'ECAM, nous accompagnons, n'est-ce pas, la République pour la bonne marche, pour la prospérité de ce pays. Voilà le rôle de l'UNDP. Alors, Sam Baka, pour revenir à cette question du contentieux préélectoral et la façon dont on pourrait le lire, et nous allons terminer par vous, peut-être qu'on aura deux ou trois réactions, puisque j'imagine que la question que je vais poser va certainement faire réagir. Est-ce que ce contentieux-là n'a pas dessiné ou donné des opportunités politiques finalement? C'est-à-dire que si demain vous avez les 10 sénateurs de l'Ouest, est-ce que d'une certaine façon vous n'avez pas la possibilité d'avoir une mainmise sur cette région parce que quand même vous irez remporter une élection majeure? Notre souhait le plus cher, c'est d'avoir la même mise surtout au Cameroun. C'est pas sur une région. Mais le Cameroun commence par un. Sauf que sur le coup, vous avez choisi une région. Oui, nous avons choisi. Ils ont un parti départemental qui est en train de gagner une région. Nous avons choisi une région parce que nous avons estimé que cette région pouvait nous être favorable et que nous avions un minimum qui nous permette de compétir. Voilà. Donc nous avons choisi cette région pour cela. C'est vrai, on aurait pu aller dans d'autres régions. Mais moi je pense que aller dans d'autres régions, il faut avoir au moins l'assurance que votre caution va être remboursée et que ça sera utile pour les municipales. Aujourd'hui au moins, les Camerounais se rendent compte qu'être conseiller municipal dans son pays, c'est important. Ah oui. Il faut que l'on le dise. Être conseiller municipal dans son pays, c'est important. Donc les élections municipales qui sont à venir sont des élections importantes. Voyez-vous? Spécial. Maintenant, vous m'avez posé une question sur le contentieux. Sur le contentieux et l'opportunité politique que peut donner ce contentieux, étant donné que vous avez là une région qui vous est servie. Non, je dois d'abord dire que la liste que l'UDC a présentée à l'Ouest est passée comme lettre à la poste. Pourquoi? Pour la simple raison que nous avons travaillé sérieusement. Mais vous n'aviez pas ça à faire, ça? Non, nous avons travaillé sérieusement. Nous, on est un parti politique, voyez-vous. Les hommes et les femmes que nous choisissons, c'est pour appliquer notre programme politique. Ah, voilà. Vous comprenez? Pour appliquer votre programme politique. Il faut le comprendre. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un parti politique se bâtit sur la base des idées et des programmes. Donc, qui peut mieux traduire ces programmes que les militants? Donc, nous avons des militants de conviction, nous avons des militants expérimentés,
pour traduire cela, parce que nous allons en campagne pour faire un Sénat bâti sur la base de quoi? Donc tout cela concourt, n'est-ce pas, au choix. Nous disons donc que le contentieux dont on parle vient nous montrer qu'effectivement nous avons eu raison d'aller à ces élections, contrairement à ce que certaines personnes disaient. Il faut être républicain, il faut être fair-play, parce que les élections, quand on est un parti politique, c'est pour aller aux élections, il faut le dire. S'il y en a qui ne peuvent pas compétir, mais ils attendent quand ils pourront compétir. Mais quant à dire que ceux qui peuvent compétir ne doivent pas compétir dans une république, on se pose la question de savoir pourquoi donc créer un parti politique. Il faut être fair play. Ce n'est pas parce qu'on a battu Union 3-0 que Union ne va pas jouer le match. Merci, ça va. Pour terminer, je voulais dire que le contentieux électoral a montré qu'on a avancé. Bravo. Et je crois que ça a cloué un peu ceux qui pensaient que c'était fait d'office. Tout à fait. N'est-ce pas? Il y a quelque chose qui a évolué. Et je dis qu'on doit encourager cette évolution pour qu'on aille vers plus de démocratie, n'est-ce pas? Il faut s'arrêter un instant pour dire ce que la Cour suprême a fait. Je m'en réjouis parce que quand l'UNDP a voté, et ce que l'ECAM a fait, tout le monde a tiré sur notre plus d'un dans ce pays. Donc, merci Sambaka. Alors, je voudrais, oui, Jean Wafo, ce que je vais dire. Attendez, puisque vous voulez y aller, que je vous pose cette question sur l'opportunité, sur les opportunités qu'offre effectivement le shopping que veut faire dans notre... ce contentieux électoral, non, pas exactement. Est-ce que vous ne sentez pas, dans ce contentieux préélectoral, une sorte de volonté de redessiner un peu la carte politique du Cameroun? Non, pas du tout. Je suis d'accord avec vous. Je vais dire une chose. C'est que j'ai une pensée pour les conseillers municipaux du RDPC dans des régions. Vous en avez de plus en plus. Non, laissez-moi vous dire, j'ai une pensée. Je n'ai pas dit je les adore, c'est deux choses différentes. Ouais. Pour ceux-là qui avaient bien voulu postuler au sénatorial et qui se sont vus recalés. Et pendant ce temps, on a mis des conseillers qui ne savaient même pas comment on produisait les pièces. Laissez-moi finir. Jean-Robert. Attendez, je refuse de croire. Que vous y allez rapidement. Oui, je refuse de croire. Je refuse de croire que dans la région de l'Ouest. Vous y êtes toujours dans la région de l'Ouest. Je refuse de croire. Non, mais même ailleurs. D'abord à l'Ouest, donc là où il y a eu des fautes. Je refuse de croire. Je refuse de croire qu'il n'y a pas de conseillers municipaux à même de faire, du RDPC à même de faire des dossiers complets. Mais d'où vient-il qu'on ait pu laisser ces gens pour prendre quelqu'un qui ça va faire un bulletin de montre du cahier judiciaire, faire signer ça dans un commissariat. C'est une insulte qu'on leur a fait. Alors, non, mais ces gens et de deux. Et de deux, pour terminer, s'il vous plaît. Oui, et de deux, la même chose vaut partout ailleurs. Je dis bien partout ailleurs, que ce soit dans la Damawa. Comment peut-on laisser des gens, parce que les conseillers municipaux, pour être conseiller municipal, il faut avoir déjà fait, il faut avoir déposé, il faut déposer des dossiers complets. Donc chaque conseiller municipal maîtrise les dossiers requis pour être candidat. Comment peut-on laisser ces conseillers municipaux-là qui se mouillent sur le terrain pour aller prendre quelqu'un qui ne sait même pas où est-ce qu'on fait le bulletin de la question, vous la posez à RDPC. Mais bien sûr, j'interpelle dans la conscience de ces militants, donc bref, de ces conseillers municipaux. Vous savez que Jean-Robert Wafo, vous permettez que je rebondisse sur votre propos pour poser cette question à Edwin Com. Est-ce que finalement, ce n'est pas un peu ridicule d'avoir réuni le président national du RDPC pour valider des candidatures au sénatorial et d'y retrouver des faits aussi divers que des problèmes de nationalité ou le bulletin de retrait de la justice signé par un commissaire? Est-ce que ça pose pas un problème de crédibilité des politiques et donc au fond on se dit on va vers une institution qui va encore être enfin je le dis comme ça,
qui va poser des problèmes comme les autres institutions, parce que justement le choix des individus a été approximatif. Écoutez, moi je ne suis pas réputé parler la langue de bois. On va clôturer sur ce chapitre. Il y a eu des dysfonctionnements dans l'administration de notre parti, dans la sélection des hommes. On ferme cette parenthèse que nous allons résoudre à l'intérieur, parce que la sélection des hommes, la démonstration est faite que ce ne sont pas les meilleurs vu par la loi qui avait été choisi. Maintenant, on ferme cette parenthèse. Je dois quand même répondre à une parenthèse. Nous avons une dizaine de minutes, nous avons un dernier sujet. Je vous donne donc 30 secondes, pas plus, pour réagir et répondre rapidement. Non, ce que je voulais dire, c'est que cette élection est une élection politique et les grands électeurs RDPC doivent obéir aux intérêts du RDPC par la discipline, en serrant des rangs et en ne pas répondre aux sirènes de ce que nous combattons. Vous ne pouvez pas voter pour celui qui nous combat, surtout là où nous sommes en compétition avec cette organisation. Quant aux régions dans lesquelles nous ne compétissons pas, il faut laisser à la direction du parti de décider le comportement de nos grands électeurs le moment venu. Je suis très très méfiant lorsque mon ami Jean-Robert Wafo vient faire le casting, la sélection des meilleurs à l'intérieur de notre parti, parce qu'il ne peut pas choisir les uns et rejeter les autres. Je dis donc aux grands conseillers RDPC que le sénateur est un parlementaire et parce qu'il est parlementaire, il sera en charge d'accompagner la politique de grande réalisation en participant à l'élaboration de la loi. Et pour cela, nous devons élire les sénateurs dont nous avons la garantie qui soutiendront cette politique. Et je conclue en disant aussi une chose. Jean-Michel, quand tu dragues les électeurs RDPC, un discours quand même qui nous permet de t'écouter. Tu ne peux pas considérer que notre parti est une organisation qui ne défend pas l'intérêt général et demander à nos militants d'être votés. Toi, tu es un républicain. Merci Jean-Robert. Je suis à la République. Jean-Robert, vous permettez, et Hervé Emmanuel comme nous permet de passer justement au dernier sujet. Il nous reste à peine 10 minutes. Très belle émission, mais très court. Il nous reste à peine 10 minutes. Alors, le Sénat, Moseli Djebaï, puisque vous y allez, vous êtes tête de liste. Ah bon, vous allez décider qui y va? Ah, mais bien évidemment. Dans la région du littoral. Bien évidemment. Il souhaite y aller. Qu'est-ce que tu en penses? Non, je pense que tu serais coordinateur, mais tu n'es pas un candidat RDPC. Ah non, pas du tout. Vous permettez, dites-nous, ce Sénat, vous l'envisagez comment? Parce qu'on est dans un pays, on a quand même un certain problème de visibilité et de qualité institutionnelle. Notamment avec les parlementaires. Nous avons le même problème avec les ministres qui se retrouvent embarqués dans des détournements de fonds publics. Vous avez des directeurs. Ça veut dire que le casting du personnel administratif, et notamment pour le cas des services politiques au Cameroun, pose problème. Nous allons pour le sénatorial et tout le monde pense, nous sommes d'accord sur ce plateau, que c'est un enjeu historique pour notre pays. Comment vous imaginez, vous, sénateur? Sénateur, pour la liste que je conduis dans la région du littoral, sénateur, la volonté, sénateur, l'efficacité, sénateur, la probité morale, sénateur, cet homme intègre au service de la nation. Tout à l'heure, on a parlé sur ce plateau de la qualité des hommes et des femmes. Nous voulons un Sénat républicain. Un Sénat où il y aura des hommes et des femmes capables de booster non seulement l'économie, mais la politique de ce pays. Parce que lorsqu'on parle de la politique a tous ses effets induits. Le Sénat que nous comptons y participer, c'est pour défendre les idées, c'est pour les préoccupations, c'est pour voter les lois, c'est pour qu'il y ait une bonne décentralisation. Lorsqu'on parle de la décentralisation, on voit les collectivités locales, que sont les mairies, les régions et autres. Donc il y a un effet induit. Un bon sénateur, c'est celui qui vient apporter un surplus. Je prends l'exemple du Programme national de participation au développement, qui est un organisme étatique en vue de mettre en place la décentralisation. Le Sénat, le sénateur va jouer un rôle très important dans ce cadre. Dans ce cadre,
parce que c'est pour apporter le développement. Quand on parle de développement, on parle de la politique d'une nation. Donc c'est les implications qui sont économiques, sociales et culturelles. Voilà le rôle que nous voulons jouer. Nous avons sur notre liste des hommes et des femmes. Intégrité, oui. Probité morale, oui. Tutu Maurice, conseiller. Manga, conseiller. On ne trouvera pas qu'il a déjà fait ceci, cela. Madame Balkissou, Ngossing, Amadjam, Aliou Gambo, Ebanda, professeur Ebanda. C'est des personnes à qui on peut donner la possibilité de montrer leur savoir-faire. Donc nous pensons, c'est pour là que nous disons que ce n'est qu'ensemble que nous pouvons faire un certain nombre de choses, au-delà des clivages partisans. Nous disons donc que nous voulons un Sénat qui a une vision globale de l'économie, de la vie politique de notre pays. Voilà ce que nous entendons avoir comme sénateur dans l'UNDP. Vous avez bien compris, on vous souhaite bien des choses. Sambaka, alors, je le dis comme ça, qu'on me pardonne, si l'Ouest vous est promise, et ces 10 sénateurs... Il revient toujours sur l'Ouest. De toutes les façons, parce que ce n'est que là-bas. Et 7, parce que... les 7 sénateurs de l'Ouest, s'ils vous sont promis, comme ils pourraient l'être, ils boivent du lait. Comment vous les voyez, vos sénateurs? Mais je dois vous dire, c'est bien que vous inauguriez cette émission aujourd'hui. Moi, je ne suis pas candidat à l'Ouest. Et vous savez, chez nous, il y a des spécificités de l'Ouest. Moi, je suis du littoral. Il me sera peut-être un peu plus difficile que nos candidats. Et je dois dire, le deuxième vice-président de l'UDC est dans cette liste. Nous espérons l'avoir à nos émissions. Oui, qui est bien connu, ancien contrôleur d'État et tout. Donc, vous aurez ces candidats sur votre plateau. Moi, vous m'excuserez, il y a des militants que je dois installer au niveau de la diaspora. Donc, je vais partir dans quelques jours, n'est-ce pas? Et j'espère être là avant ces élections. Mais je dois dire que ces spécificités de l'Ouest, nos candidats viendront vous en parler. Ils viendront sur votre plateau, c'est une très bonne chose. Et moi, j'ai dit, vous allez vous rendre compte que au-delà des hommes, il y a d'abord un programme. Un programme. Et ce programme, nous disons, ce programme est valable pour le Cameroun. Nous sommes conscients que le Sénat aura une coloration, ce qui est bien pour la démocratie. Le Sénat aura une majorité, c'est bien pour la démocratie. Et les Camerounais sauront désormais qu'il faut participer, n'est-ce pas, intensément à la chose politique, aux décisions politiques dans le pays, et que, très loin, nous allons progressivement rejeter ce qui conditionnait. Moi, je suis fondamentalement contre la bipolarisation au Cameroun de la politique. Je veux une coloration et je veux que, sur le terrain, que les gens, les uns et les autres, puissent s'exprimer, puissent évoluer pour que le choix puisse évoluer aussi. Et effectivement, ces sénatoriales, je voudrais l'aborder avec vous, Jean Wafo, semble être une bonne opportunité de sortir de la bipolarisation. Mais en même temps, après que votre parti ait hésité à aller à cette élection, qu'il y soit finalement allé avec certaines fortunes pas forcément heureuses, vous y êtes. Et vous le disiez tout à l'heure, le chairman, votre chef de parti politique, est chef de tête de liste au nord-ouest. Vous avez le vice-président Yoshua Ouchi qui est tête de liste au sud-ouest. C'est quand même... Sana Tiroma au nord. Au nord. C'est quand même dit que j'aurais déjà pu appeler sénateur au sud. Si on avait disqualifié. C'est quand même des têtes. Et donc, vous avez une chance de vous retrouver dans ce Sénat. Vous êtes quand même le SDF. Comment est-ce que vous vous envisagez dans ce Sénat? Vous savez, avant que nous arrivions à l'Assemblée nationale en 1997, le Cameroun était un État unitaire fortement centralisé, je veux dire. Je dis fortement centralisé. Quand nous sommes arrivés, les députés du SDF à l'Assemblée nationale, sous la houlette de l'honorable Joseph Badam, qui est un homme remarquable, ont mis sur la table le problème du fédéralisme. C'est vrai qu'on n'a pas considéré le fédéralisme. Tout au moins, on a mis sur pied une décentralisation. Si vous allez rapidement, oui, je vais rapidement, je vais vous dire pourquoi nous entrons, pourquoi nous avons accepté. Cette décentralisation, donc aujourd'hui, quoique timide, est tout de même perceptible. Et le Sénat, aujourd'hui, on est allé au sénatorial. C'est vrai qu'on entre dans une maison
qui n'a pas de fondation parce que la fondation aurait pu être l'autonomie des régions, les murs auraient dû être les conseils régionaux. On a commencé plutôt par le Sénat. L'expérience que nous avons au niveau de l'Assemblée nationale nous permet d'entrer dans ce Sénat en toute quiétude. Et pour terminer, je vais répéter une chose. Nous avions le choix, M. Marc Denis a ici, entre provoquer un blocage actif de cette sénatoriale ou alors aller au sénatorial. Vous y êtes allé. Laissez-moi finir. Allez-y. Il faut que les Camerounais donc le sachent. C'est extrêmement important. La position définitive et bien louable du chairman John Fundi a déjoué. Il faut que les gens le sachent. J'étais sur un plateau, il y avait un hiérarque du RDPC qui l'a donc a dévié les plans machiavéliques des gens. Nous y allons, nous allons travailler, nous avons l'expérience au niveau de l'Assemblée nationale. Nous savons qu'avec nos sénateurs, avec la navette, merci Jean Wafo. Les voix qui vont nous avoir et du haut vers le bas, on peut s'attendre à une meilleure qualité de la production législative. Merci beaucoup. Alors, Hervé Emmanuel, comme nous terminons par vous, et vous êtes prié d'être très rapide. Si vous voulez. Oui, enfin, non, vous direz quand même quelque chose. Alors, vous avez le Sénat, là encore, je vais le dire, si on s'en tient aux chiffres, et il vous est pratiquement promis, mais vous avez dans l'Assemblée nationale, et ce n'est pas évident. Qu'est-ce qui fait croire au peuple camerounais que le Sénat RDPC sera différent de l'Assemblée nationale? Écoutez, là, vous posez une question, vous répondez en même temps, en présentant comme si le travail parlementaire fait à l'Assemblée nationale n'était pas important. Il a été important. 2013, et par le Sénat, nous ouvrons un cycle d'élections. Et dans ce cycle d'élections, nous devons être extrêmement sérieux, disciplinés et en unité pour gagner toutes ces élections dont on a besoin pour réaliser la politique des grandes réalisations. Donc je dis à mes camarades grands électeurs de ne pas se tromper, c'est une élection politique, de rester serré dans le rang, et nous avons démontré, et l'état de droit nous en a aidé, que nous avons envie de construire une république exemplaire, et ce sera un Sénat beaucoup plus, avec des hommes et des femmes de qualité qui vont participer à l'élaboration de la loi. Alors quand vous faites le procès de l'Assemblée nationale, laissez les électeurs, le moment venu, de faire ce procès par leur vote. Merci, messieurs, d'être venus à cette première édition. C'était Sénatorial 2013 sur Equinox Télévision. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous demain quand il sera 21h. Bonne soirée à tous.